Si de cette procession devait s'élever un vœu, ce serait celui d'être débarrassé de l'homme, l'ennemi des chenilles processionnaires. D'autant qu'elles traversent ici une voie de chemin de fer et qu'un homme peut en cacher un autre. Il ne sait pas ce qu'il veut, l'homme. Savez-vous quel nom scientifique il a donné à ces chenilles? Thaumétopoea. Du grec thoma, merveille. Poeo, je fais. Les thaumatopes, dans l'Antiquité, étaient ceux qui faisaient des tours d'adresse. Les premiers entomologistes furent émerveillés de voir ces chenilles, au printemps, descendre à la queue leu-leu de leur pain nourricier, pour aller s'enfouir dans la terre et s'y nymphoser. Émerveillés, puis irrités. D'abord, parce que ces chenilles sont protégées par de longs poils urticants détachables, provoquant de sérieuses démangeaisons et capables d'aveugler un homme, si le vent les envoie dans ses yeux. Irrités ensuite, parce que cette chenille, dans les pays méditerranéens, fait des ravages dans les pins. Et l'homme ne cesse de lui dire « touche pas à mon pain ». Ce à quoi elle pourrait répondre « pain sur terre n'a pas de maître, je ne vois pas pourquoi ce serait ton pain plutôt que le mien ». Mais allez donc dire ça à l'homme. Au XIXe siècle déjà, un naturaliste français de plus estimé, Jean-Henri Fabre, s'est amusé à détourner une chenille, de manière à venir lui faire toucher le derrière d'une de celles qui suivaient. Elles ont tourné ainsi, dit-il, pendant plusieurs heures. L'homme, dirait la chenille, ne respecte rien, même pas une procession. Alors là, ça dépend. Il y a 20 000 ans, en Europe, la glaciation ayant fait baisser le niveau des mers, la Tamise était un affluent du Rhin. Au-dessus d'Oslo, 2500 mètres d'épaisseur de glace, 1000 mètres au-dessus de Hambourg. La terre s'étant réchauffée, il resta, dans le nord de l'Allemagne, un sol pauvre, acide, sablonneux et plat. Ici et là, quelques rochers usés, érodés par les formidables glaciers. D'abord s'installa la forêt. Puis, l'homme ayant déboisé, vint une lande, avec cette bruyère qu'on appelle calune. L'homme fit alors venir des moutons pour tondre la bruyère, qui, grâce à cela, se portait mieux et fleurissait beaucoup, ce qui permit d'élever des abeilles pour faire du miel. Évidemment, la présence de ces millions d'abeilles engendra un boom de la population d'araignées. Elles tendirent leurs toiles dans la bruyère pour les attraper. Mais, comme les pattes des moutons, qui venaient brouter la bruyère, cassaient régulièrement les toiles, l'un dans l'autre pendant des siècles, tout cela s'équilibrait fort bien. Mais voilà qu'au XXe siècle, les paysans abandonnèrent la lande. Et la forêt, subrepticement, revint. Alors, malgré leur poète Heinrich Heine, qui comparait la lande de Lunebourg à la poitrine d'une femme désespérément plate, les Allemands découvrirent qu'ils en étaient amoureux. Si bien qu'aujourd'hui, tout cet ancien écosystème agricole est maintenu en l'état. Et c'est l'État qui paie. Moutons, abeilles, tout le monde est fonctionnaire, au titre de la promenade romantique. Vous voyez, dit l'homme, que je peux respecter la nature. Objection, répondraient ces autres abeilles. L'homme respecte la nature qui l'arrange et dont il se fait l'idée. Ces abeilles sont des mégachilles, communément appelées abeilles coupeuses de feuilles ou tapissières. Plus d'1 millier d'espèces dans le monde entier, toutes solitaires. Pas sociales du tout, ni ruches, ni essaims.
Avec les cisailles bien aiguisées de ses mandibules, dans les feuilles des buissons de fleurs, cette abeille découpe des morceaux bien arrondis. Elle les enroule sur eux-mêmes et les porte ainsi jusqu'à une galerie, une seule par abeille, qu'elle a creusée dans la terre ou du bois vermoulu. Elle pousse les morceaux de feuilles à l'intérieur de façon à tapisser la galerie. Ensuite, elle repart vers les fleurs. Cette fois, chercher du nectar et du pollen. Elle accumule cette nourriture sur laquelle elle pond pour que la larve, aussitôt née, trouve à manger. Après quoi, elle retourne découper des morceaux de feuilles arrondis pour refermer la chambre de bébé. Or, l'homme a repéré que ces abeilles sont les seules à pouvoir polliniser une fleur difficile, celle de la luzerne. Les abeilles domestiques sont trop grosses pour se glisser dans sa petite corolle. Et la luzerne, c'est l'aliment par excellence du bétail, dont on fait les hamburgers. Du coup, aux États-Unis et en Europe, on bâtit des HLM pour abeilles solitaires. D'accord, ce sont des studios privatifs et le promoteur a tout prévu. Hypermarché de luzerne en bas de l'immeuble, jardin public de l'autre côté de la route pour aller découper toutes les feuilles qu'on veut, avec même un passage protégé. Attention, passage d'abeilles. Mais, tout de même, pourraient dire ces abeilles, l'homme, dans cette affaire, se fiche complètement du fait que la nature nous ait fait solitaires. On a beau dire, l'homme, c'est un drôle d'oiseau. À qui le dites-vous, dirait l'oiseau, dont voici l'histoire. Au début du XXe siècle, en Angola, au bord de la forêt, dans une petite chapelle, un missionnaire portugais vient d'éteindre les cierges. C'est alors que, dans la chapelle, entre un oiseau qui vient volter autour de l'autel. Il lui dit « Bienvenue à d'Altare Dei, à l'autel du Seigneur », mais, aussitôt, il change de tête, car l'oiseau se met à picorer les cierges de l'autel, du Saint-Sulpice d'importation, hors de prix. « Tu n'as rien d'autre à becqueter ?» lui dit-il en portugais cette fois. Il chasse l'oiseau, qui sort de la chapelle, et il se pose 20 mètres plus loin, sur une branche. Et puis, il regarde le missionnaire de travers, comme font les oiseaux pour regarder en face, et il lui lance un cri à peu près comme ceci. Tchour, tchour, un peu comme une tourterelle. Le missionnaire s'approche, l'oiseau s'éloigne, va se reposer un peu plus loin et recommence. Tchour, tchour, et ainsi de suite. De plus en plus intrigué, le missionnaire suit l'oiseau qui s'arrête enfin devant le tronc d'un arbre où il y a un nid d'abeilles sauvages. Et là, il se fait insistant. Un oiseau, se dit le missionnaire, qui fait une descente sur mon autel pour me conduire jusqu'à du miel. Si ça n'est pas un envoyé du ciel, alors c'est quoi? De nos jours, le miracle est élucidé. On appelle cet oiseau indicator en latin, l'oiseau indicateur. Il indique volontiers à l'homme, en effet, les nids d'abeilles sauvages. Et il attend que celui-ci les ouvre. Pas pour le miel, pour la cire, dont il se nourrit. Mais il a besoin que quelqu'un en brise la paroi extérieure, trop dure pour son bec. Ayant compris, Dieu sait comment, que l'homme recherche le miel et peut casser le nid, il va le chercher jusque dans les villages et le guide jusqu'à ceux qu'il a repérés. Et s'il ne trouve pas d'homme,
il va chercher une espèce de blaireau qu'on appelle un ratel, qui aime aussi le miel, qui a des griffes et des dents assez solides pour casser la cire dure, et une peau très épaisse couverte de poils raides. Les piqûres d'abeilles, il s'en moque. En somme, l'oiseau indicateur, primitivement sans doute associé au blaireau, a compris que l'homme était tout aussi indiqué. Mais jamais cet oiseau ne pourrait manger de la cire s'il n'était associé à des bactéries qui vivent dans son estomac. Ce sont elles qui digèrent la cire. Ce faisant, elles la transforment en graisse. Et l'oiseau digère la graisse. Si nous avions les mêmes bactéries, nous pourrions manger des hot dogs aux chandelles. Et voilà pourquoi l'oiseau avait été attiré dans la chapelle, par l'odeur de la cire. Hélas, au rythme où l'homme abat la forêt africaine, l'oiseau indicateur sera bientôt une pièce de musée. Mais le seul musée où il pourrait survivre est celui où de son vivant il n'entrera jamais, un musée de cire. Alors, après avoir entendu la chenille, l'abeille, solitaire ou pas, et aussi l'oiseau, on pourrait écouter un arbre. En Europe, où il vit, il aime le nord, la montagne de préférence, et le froid l'hiver. Il a longtemps été méprisé par l'homme. Pour la construction des navires, il ne valait pas un clou. Son bois est dur, mais au contraire de celui du chêne, il est cassant. On l'appelle le hêtre. Déjà, pour la graine du hêtre, c'est une chance d'avoir germé. La faine, c'est ainsi qu'on l'appelle, a déjà dû échapper aux champignons pourrisseurs, aux oiseaux et autres mulots. Et le petit hêtre doit commencer à fabriquer des feuilles dans l'obscure clarté que veulent bien lui laisser ses parents. Moins de 10% de la normale. Encore lui faut-il battre le tapis, de vitesse. Le tapis végétal concurrent. Au début du printemps, ça commence avec les anémones et autres primes verts qui se dépêchent de fleurir avant que les nouvelles feuilles du hêtre ne leur fassent de l'ombre. Mais ensuite arrive tout un peuple de plantes adaptées à l'ombre, aspérules odorantes et autres, qui étouffent le petit hêtre. Une championne de cette armée de l'ombre et de l'humidité, sous les hêtres, c'est la balsamine sauvage, alias impatience ou noli tangere, ne pas toucher. Parce qu'au moindre choc, les valves élastiques de ces capsules s'enroulent violemment vers l'intérieur, projetant ses graines à 3 mètres. Et évidemment, en trichant comme ça, c'est vite fait de faire un tapis. Si encore il n'y avait que les étrangers. À l'automne, les hêtres sont soupçonnés de fomenter, chimiquement parlant, l'assassinat de leurs enfants. Leurs feuilles mortes contiendraient de l'acide abscisique, un inhibiteur de germination, et aussi des tanins condensés qui auraient, sur la croissance des semis, un effet dépressif. Un contrôle des naissances après la naissance. C'est dire qu'au regard de sainte écologie, le petit être qui apparaît ici, à la fonte des neiges, est un miraculé. Il vient de passer son 2e hiver. Mais le hêtre est un arbre qui pourrait chanter « J'ai 2 amours. L'un depuis peu, c'est l'homme. L'autre depuis toujours, c'est le champignon. »
Quand le hêtre germe, il envoie dans le sol une petite racine, à la recherche de nourriture. 100 ans plus tard, il a des grosses racines permanentes et des radicelles changées tous les 2 ou 3 ans. Ce sont elles qui absorbent l'eau et les sels minéraux. Mais elles n'y parviendraient jamais sans le secours d'un champignon qui les entoure et pénètre leurs cellules, finissant par se marier si intimement avec elles que cela forme un nouvel organe mixte, appelé mycorhize, du grec mucus, champignon, et rhiza, racine. Sans cette symbiose, il n'y aurait pas de hêtre. Non seulement le champignon permet d'absorber les sels minéraux, mais il protège aussi les racines de l'arbre contre d'autres champignons ou virus qui pourraient lui faire du mal. En plus, il lui fabrique des vitamines. En échange, il profite des sucres renvoyés par les feuilles du hêtre grâce à la photosynthèse, que lui ne sait pas faire. Moyennant quoi, les champignons amoureux du hêtre, ils sont nombreux, peuvent se reproduire en exhibant hors de terre l'organe sexuel grâce auquel on les identifie. Le cortinaire majestueux, par exemple, excellent revenu au beurre. La clavère jolie, comme du corail, immangeable. Le pied de mouton, très populaire, mangeable sans plus. Le lactaire tranquille, laissez-le tranquille, il pue. Les bolets, comme le cèpe. Les plus efficaces pour faire pousser le hêtre sont les hébélomes. Voilà donc pour le premier des 2 amours du hêtre, celui de toujours. Mais voici que, depuis peu, l'homme s'intéresse à cet arbre, pour des tas de choses en bois, des traverses de chemin de fer, des brosses, des rames, des chaises. Du coup, l'agronome est aux petits soins pour le hêtre. Il s'occupe de tout, des relations du hêtre avec le climat, le sol et sa microfaune qui fabrique l'humus, les champignons, les virus, les chenilles, les plantes qui l'embêtent quand il grandit. Il élabore pour lui des modèles de peuplement, des lois de variabilité de branchaison, de photosynthèse et de transpiration, des logiciels de prédiction de croissance et qualité du bois. Il veille au laborieux épanouissement d'une vie sexuelle qui commence à 60, voire 80 ans. Le hêtre produit alors des fleurs mâles dont le pollen est emporté par le vent, jusqu'à des fleurs femelles qui, fécondées, donneront des faines. Un arbre pris en charge de la graine à la tronçonneuse. Un siècle de vie paisible avant de mener une mort en bâton de chaise. En voici un, pourtant, qui n'a jamais connu tant de soins et a dû se débrouiller tout seul. Ce hêtre est né en France, dans le Doubs, en 1720, 5 ans après la mort de Louis XIV. Un arbre régence. Déclaré arbre remarquable en 1907. 1960. Il donne les premiers signes de vieillesse. Fissures dans l'écorce, branches mortes avec des champignons. 1992. Il a 272 ans. Pour un hêtre, c'est très vieux. Près de 40 mètres de haut, 5 mètres 10 de diamètre à 1 mètre 30 du sol. Mais ce trou noir, à son pied, signifie qu'il est pourri de l'intérieur, par des champignons. Pas ceux qui aident à vivre, ceux qui aident à mourir. Le 26 septembre 1992, au matin, l'équipe des inventions de la vie vient voir le vieux hêtre faire la photosynthèse au soleil levant pour la dernière fois. Le même jour, dans l'après-midi,
Un garde forestier le frappe du poinçon officiel. Autorisation d'abattre. Mais le vieux être n'a pas dit son dernier mot. On a pris des boutures de ses branches les plus hautes, les plus vigoureuses. Et on a récolté ses faines. La faine, comme beaucoup de graines des pays tempérés, a besoin, pour germer, d'entrer pendant l'hiver dans un coma profond. On appelle cela la dormance de la graine. Mais le chercheur a trouvé le moyen, par un traitement, de lever cette dormance. Il réveille la graine où il veut, quand il veut, et lui donne toutes les chances de devenir un de ces êtres superbes, au tronc bien lisse et bien droit, qui filent vers le soleil, comme disent les forestiers. Vous voyez, dirait le être à la chenille, à l'abeille, à l'oiseau et à la bruyère. Selon l'intérêt qu'il vous porte, l'homme n'est pas toujours un apprenti sorcier. Il peut être aussi le prince charmant.